Depuis lundi, les mesures contre le Covid-19 ont connu un allègement. Les cultes, les transports peuvent désormais reprendre. Les marchés avaient repris et bientôt les écoles rouvriront. Une nécessité pour relancer l'économie, explique le gouvernement. Sur le terrain, pourtant, le virus continue sa propagation. Et au même moment, on sent un relâchement du côté des citoyens dans la mise en œuvre des gestes barrières. Du coup, ces allègements font débat. Trop tôt pour certains qui accusent les autorités d'agir sous pression, là où le secteur informel salue la reprise des activités commerciales. L'allègement des mesures est-il donc un mal nécessaire ou une opération à risque? C'est le sujet de controverse ce soir. Et sur ce plateau, nous avons le professeur Stanislas Ouaro. Il est le ministre en charge de l'Éducation nationale, mais il est ici surtout pour représenter le gouvernement. Avec nous, le docteur Jacob Yarabatula, il est sociologue. Et avec nous aussi, le docteur Brice Bikaba, qui est le coordonnateur par intérim de la cellule de riposte au Covid-19. Et avec nous, M. Lionel Bilgo, analyste politique. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci à vous de nous suivre. Controverse, vous le savez, c'est votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et ce soir, il est possible pour vous, en dernière partie d'émission, de participer en nous appelant au 25 40 79 03, comme à vos habitudes. Donc, Monsieur le ministre, on va commencer cette émission par vous. D'abord, dites-nous pourquoi, justement, le gouvernement, malgré la propagation qui continue sur le terrain, aujourd'hui on a eu 7 cas, hier on a eu 41, avant-hier c'était 16, on voit que le virus continue son petit bonhomme de chemin, on va dire, mais du coup vous commencez à alléger la situation. Pourquoi? Oui, peut-être avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord saluer la mémoire des disparus, de ceux que nous avons perdus dans ce combat contre le coronavirus. Présenter donc les condoléances et ceux du gouvernement aux familles éplorées. Souhaiter prompt rétablissement à tous nos malades donc, du Covid et féliciter donc l'équipe médicale qui travaille d'arrache-pied donc justement pour freiner cette propagation, mais aussi soulager donc les personnes et tous ceux qui à côté, les volontaires et tout, travaillent justement à soutenir donc ces actions de lutte contre le coronavirus. Pour revenir à votre préoccupation, pourquoi effectivement l'avoir fait? C'est vrai qu'on peut être tenté de se poser la question de savoir pourquoi après juste quelques cas, on a pris des décisions de restriction et aujourd'hui, malgré justement donc la présence toujours du virus dans notre pays qui circule, donc on a dû alléger. Alors ce qu'il faudrait peut-être dire au départ, c'est que l'objectif donc recherché par le gouvernement au départ, c'était effectivement de travailler justement à freiner donc cette maladie. Mais pour travailler à freiner cette maladie, il fallait nécessairement qu'un certain nombre de mesures soient prises, des mesures de restriction de liberté, comme celles liées donc au couvre-feu, liées donc à la quarantaine de certaines villes, des villes touchées par au moins un cas, etc. Mais tout ceci s'est fait donc dans le cadre de grandes concertations avec les acteurs. Par exemple, quand vous prenez la situation des lieux de culte, il y a eu des échanges avec donc, les responsables religieux donc, pour les sensibiliser davantage sur les risques. Et donc ces responsables religieux ont accompagné donc, les initiatives du gouvernement en décidant donc eux-mêmes donc, de fermer les lieux de culte pendant une certaine période. Et cette période donc justement de restriction des libertés a permis effectivement de renforcer davantage la sensibilisation, a permis donc de faire comprendre donc la réalité de ce virus, sa complexité, ses difficultés. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix que de travailler à vivre avec la maladie parce qu'aujourd'hui, malheureusement, personne ne maîtrise donc cette maladie, personne ne maîtrise le virus. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, tout le monde est défié et donc on n'a pas d'autre choix que de travailler à vivre avec la maladie tout en travaillant à maintenir donc les mesures barrières et c'est dans ce cadre justement que le gouvernement a repris donc langue et concertation avec les différents acteurs avec lesquels donc des discussions avaient été menées pour accompagner donc les initiatives du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie. Et c'est à travers ces échanges justement que
un certain nombre de mesures ont été progressivement allégées. On va y revenir. Docteur Yarbatula, vous dites que ce n'est pas le moment parce que la propagation, comme on l'a dit tout à l'heure, se poursuit. Oui. Et puis, on n'a pas l'impression que les populations respectent vraiment les gestes barrières. Non, je viens d'entendre donc du gouvernement que c'est l'objet d'une longue concertation avec les acteurs et que également c'est le résultat donc d'une concertation avec toutes les catégories sociales, je pense, pour ouvrir justement les lieux de culte ou encore les commerces ou encore les autres activités. Pour moi, enfin, je ne sais pas, mais on avait eu l'impression que c'est précipité et qu'il n'y a pas eu cette longue concertation, des discussions pour justement arriver au juste milieu. Mais je viens d'apprendre que non, il y a eu donc des discussions, de longues discussions qui ont abouti à un accord ou encore en tout cas à un compromis justement de repartir et de vivre avec justement le virus parce que personne ne sait. Donc, nous, enfin, quand j'écoute ça, on a juste l'impression que non, on est allé vite, au coup par coup, et très rapidement, en allégeant justement donc, ces mesures. Et on est un peu inquiet en tant que citoyen de dire, bon, on était parti sur un certain nombre d'informations concernant le virus. Qu'est-ce que ces informations sont devenues? Quels sont ces indicateurs sont devenus? Comment on les apprécie? Et pourquoi justement on prend justement ces nouvelles mesures? Est-ce qu'on est serein par rapport à ces nouvelles mesures ou bien bon, comme on ne sait rien, on va avancer au fur et à mesure on appréciera? Et donc c'est ce risque-là que nous, enfin personnellement, je perçois et je me suis dit, bon, est-ce qu'on n'a véritablement pas pris peut-être la mauvaise option? Docteur Brice Bikaba, c'est vous qui conseillez aussi le gouvernement dans la prise en charge de ces cas. Est-ce qu'on n'a pas pris la mauvaise option? Merci pour la parole qui est donnée. Il faut dire que du point de vue technique, depuis le début de la maladie, au niveau de la coordination, nous faisons des propositions pour effectivement essayer donc de stopper la progression de la maladie. Et ce sont les mesures effectivement qui ont été mises en œuvre. Et quand vous regardez un peu la courbe épidémiologique depuis le 9 mars, vous avez noté que nous avons atteint le pic au cours donc, du mois d'avril. Et puis après, nous avons vu que le nombre de nouveaux cas ont commencé à diminuer. Et ça s'observe. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au nombre de tests que vous faites? Non, ce n'est pas lié au nombre de tests que nous faisons. On voit, par exemple, dans d'autres pays, on est à 500 tests, 700 par moment. Je parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Vous êtes autour de 100, 150, 200. Est-ce que oui. Nous avons commencé avec une moyenne de 50 tests. Après, nous sommes partis au moins à 100 tests, 130 tests. Et les cas positifs, la proportion des cas positifs parmi donc, les cas testés a commencé à diminuer. Cela montre quand même qu'il y a une diminution donc, de la maladie. Les cas incidents ont commencé à diminuer à partir d'un certain moment pour se stabiliser donc, à 3 ou 4 cas par jour. Pendant au moins 3 ou 4 jours. Pendant au moins 3 ou 4 jours. Et nous avons observé qu'un nouveau pic est en train d'être observé, mais cela s'explique bien sûr. En épidémiologie, lorsqu'on a deux pics, généralement c'est lié donc à deux modes de transmission différentes. Le premier mode de transmission, c'est lié donc aux cas qui sont venus, qui ont été importés, et qui sont venus d'abord, et qui ont été stabilisés, puisqu'il y a eu la transmission communautaire à un certain moment. Mais ce qu'on observe actuellement aujourd'hui, c'est lié essentiellement au retour donc, de certains compatriotes qui étaient donc à l'étranger. Et nous travaillons bien sûr à circonscrire donc, cela. De manière globale, ce qu'on peut dire... Est-ce que par rapport, avant de vous laisser poursuivre, par rapport à ces compatriotes, c'est des gens qui étaient déjà sous quarantaine ou bien qui étaient suivis, ou bien c'était des gens qui étaient en contact avec les communautés et que vous êtes allé chercher Oui, c'est ceux qui sont venus, ils viennent dans des conditions bien précises. Et nous les accueillons donc à l'arrivée avec donc des directives donc, pour cela. Pour ceux qui arrivent, on les confine dans les lieux d'hébergement et pendant 14 jours. Ils sont soumis à des tests lorsqu'ils arrivent pour pouvoir faire donc, état donc, de leur état de santé. Si c'est positif, on le fait donc le premier jour à J8 et à J14.
à J14, s'ils sont négatifs, ils peuvent donc rentrer chez eux. C'est pour éviter que, bien sûr, nous ayons effectivement des cas importés. Et nous pensons que cette mesure qui a été prise donc, était justifiée, parce que, comme vous le voyez, les chiffres des derniers jours... Je vais poser une autre question là-dessus. Vous êtes catégorique que ces personnes-là ont été testées en confinement et qu'elles n'ont pas été en contact avec les parents ou les populations. Les dispositions qui sont prises, c'est qu'elles soient confinées dans des lieux et pas en contact donc, avec la communauté. C'est pourquoi on a réservé donc, des lieux d'hébergement pour donc, les confiner à ce niveau. Et celles-là, elles ont été testées et c'est là qu'elles ont été testées. Okay. Et nous avons mis un dispositif pour faire le suivi, voir les conditions et voir également s'il y a des insuffisances et travailler donc à les corriger parce que vous savez bien que ça beaucoup de personnes en même temps qui sont regroupées. Il faut gérer donc ce nombre de personnes, gérer les plaintes, gérer un certain nombre de choses. Donc, pour vous, la décision est justifiée parce que on avait commencé à observer cette baisse-là, la tendance baissière, donc il fallait effectivement... La tendance baissière, avec la tendance, le fait que ça diminue, et on ne sait pas à quel moment effectivement on aura 0 cas, on pourrait effectivement alléger les mesures. Mais l'allègement des mesures doit être encadré pour éviter donc qu'il y ait donc un effet rebond. Lionel Bilgo, vous vous dites que le gouvernement n'aurait même pas dû prendre ces mesures-là. Oui, je pense qu'au départ, en tout cas, les mesures ont été trop drastiques pour le cas du Burkina et un peu partout en Afrique. Hein. Au début de cette pandémie, moi je disais qu'il ne fallait pas, surtout il ne fallait pas singer, il ne fallait pas suivre en fait les mesures d'autres pays parce que c'est une pandémie d'ordre mondial et chaque pays prend les décisions en fonction de sa structure sociologique. Et donc il y a certaines décisions qui ne pouvaient pas perdurer, en tout cas dans un temps donné, dans notre pays au Burkina Faso. Et donc je pense que les premières décisions du gouvernement étaient justifiées parce qu'un gouvernement responsable qui se veut protecteur de l'ensemble des populations, mais après le gouvernement se rend compte effectivement qu'ils ne peuvent pas tenir à la durée parce que ce n'était pas une course de vitesse, c'était un marathon et donc il faut desserrer les taux parce que les populations commençaient déjà à revendiquer, à être essoufflées. C'est une imposition vitale pour les populations qu'il y ait ce desserrement-là, des taux-là. De toutes les façons, sur la crise sanitaire, allait se rajouter une autre crise beaucoup plus importante qui est la crise sociologique avec une certaine forme d'ébullition sociologique. On l'a vu avec les revendications des gens des marchés hier. Ensuite les lieux de culte, etc. Le gouvernement ne pouvait pas tenir cette pression-là longtemps. De toutes les façons, si ce gouvernement-là refusait d'entendre, je pense que les populations, par la nécessité vitale qui leur était dictée, le fait de sortir et de trouver à manger, allaient prendre leurs dispositions. Je pense que, et partout dans le monde, ce n'est pas qu'au Burkina, le déconfinement progressif se met en place. Donc nous ne sommes pas le seul cas, y compris dans certains pays qui avaient les moyens de maintenir leur population en confinement et de subvenir à leurs besoins, commencent à déconfiner parce que l'économie prend un coup et qu'il faut finalement que la vie reprenne son cours normal avec le risque justement de ce virus-là, malgré qu'on n'ait pas trouvé de médicaments. Alors, monsieur le ministre, il soulève deux sujets à la fois. La question du mimétisme, c'est-à-dire que vous avez imité ce qui se passe ailleurs, et ensuite le fait que vous avez été sous pression avant de prendre une décision entre griffes de confinement. Est-ce que c'est le cas? Non, je voudrais dire que le mimétisme dans le contexte du Covid est justifié parce que c'est la première fois qu'on voit donc un virus circuler de façon spectaculaire, commencer donc à Wuhan dans une ville chinoise et se retrouver dans plus de 177 pays avec les mêmes symptômes et tout. Et donc les différentes communautés, qu'elles soient scientifiques ou des communautés donc de chercheurs, de sociologues, etc., et l'OMS et tout, chacun a commencé à mener la réflexion pour voir comment stopper. Et au niveau donc de ces réflexions, ce qui est apparu, c'était donc justement de mettre en place donc des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. Donc il y a la question du port du masque, il y a la question donc de tousser dans le coude, la question de se laver les mains, etc. Ça c'est universel. Et donc l'universalité donc de ces mesures-là a nécessité effectivement que la plupart des pays, en regardant un peu ce qui se passe ça et là, en discutant avec leur communauté, puissent aller
dans des mesures qui n'étaient pas les mêmes types de mesures. Il y a des pays qui sont allés au confinement, mais le Burkina n'est pas allé au confinement. Nous sommes allés à certaines mesures restrictives, pas au confinement. Et progressivement, nous avons ajouté des mesures. Nous avons commencé d'abord par des mesures qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, la quarantaine des villes, où il y a au moins un cas. Donc cette nécessité est apparue au fur et à mesure. Et donc on ne peut pas dire que ça a été exactement la même chose qu'ailleurs, mais c'est des mesures progressives qui ont été prises, pas de confinement, donc des mesures restrictives. Et aujourd'hui, on est allé à l'allègement. Maintenant, dire qu'il y a eu une pression, la pression des populations, c'est tout à fait normal, comme il l'a dit, parce que on le voit partout, partout où on a le Covid. Donc ces mesures ont des conséquences effectivement économiques, ont des conséquences sociales. Est-ce qu'on n'aurait pas pu percevoir cela et puis dire... Non, dès que le gouvernement est allé dans le sens de prendre des mesures, le gouvernement a commencé à réfléchir sur donc, la suite et les perspectives. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des discussions, il y a eu des concertations, même si elles n'ont pas été toujours médiatisées, il y a eu permanemment des discussions, des concertations sur l'allègement ou non, sur l'ajout de mesures supplémentaires. C'est pour cela qu'au fur et à mesure, quand vous regardez les différents décrets, les arrêtés qui sont sortis, donc il y a eu une sorte de progressivité dans ce sens. Donc, maintenant, je dis effectivement que c'est tout à fait normal que dans ce cas de figure-là, très rapidement, on commence à sentir des effets. Et le rôle donc de l'État, c'est aussi bien de préserver la population sur le plan sanitaire, mais c'est aussi protéger les populations. Non, vous savez même les commerçants. Même les commerçants, pour la fermeture des marchés, il y a eu des concertations avec les acteurs. Et ces concertations ont abouti justement à la fermeture. Ils sont même sortis, ces acteurs, pour sensibiliser et expliquer davantage. Après, maintenant, il y a eu un certain nombre donc, de revendications liées, et ces revendications qui sont tout à fait légitimes, liées donc au vécu donc, de ces populations qui commençaient effectivement à avoir éprouvé des difficultés. Et justement, en lien avec ces difficultés, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures pour accompagner ces structures. Maintenant, au fur et à mesure, on a discuté avec ces communautés et on est allé progressivement. Pour la question des lieux de culte, je voudrais vraiment préciser que le gouvernement n'a pas fermé les lieux de culte. Le gouvernement a discuté avec les responsables religieux en les sensibilisant davantage sur la maladie et sur la nécessité d'accompagner les efforts de lutte contre la propagation de la maladie, ce qui a amené chaque communauté à faire un communiqué. Et lorsque donc les pressions, pour reprendre donc certaines expressions, sont venues à ce niveau, ce n'est pas au niveau du gouvernement. Ceux qui ont commencé à faire la pression, c'est en rapport avec les responsables de leur communauté. Et nous, ce que nous avons simplement fait, c'est continuer la discussion avec ces responsables religieux et tout, et les remercier pour l'accompagnement dans la lutte contre la propagation de la maladie, et leur dire s'ils souhaitent reprendre donc leurs activités, il faudrait qu'ils travaillent au respect des mesures barrières, parce que pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller donc justement à l'observation de ces mesures barrières. Jacob Yara ou Lionel Bilgo, tout cela, je résume un peu. Certains ont parlé de tâtonnement lié au fait qu'on n'a pas réfléchi, il n'y a pas eu de prospection, il n'y a pas eu d'analyse. Est-ce que c'est cela? Ce qui m'embête dans tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, en lien avec justement la gestion de cette pandémie, c'est effectivement la visibilité. On n'a pas toujours cette visibilité en tant que citoyen qui observe justement ce qui se passe au niveau gouvernemental, et également comment on traite justement les attitudes des populations, des couches sociales qui revendiquent ça et là donc des choses parce qu'ils ne comprennent pas justement la justesse donc des mesures, parce qu'ils ne croient pas que ce virus finalement existe, voilà, etc. Je pense que ce que j'ai entendu peut-être me conforte un peu dans ma position, qui est de dire, bon, le gouvernement est parti sur justement des indicateurs du type la courbe, enfin on a atteint peut-être le pic, la courbe maintenant montre que bon, il n'y a pas assez de cas.
je pensais que il y avait d'autres indicateurs. Mais ce que le docteur Bikaba a dit, il me semble que c'est sur cette seule variable qu'on a accentué justement. Alors que bon, on a vu d'autres choses. Nous, on pense que depuis qu'on a libéré Ruoko, le grand marché, toute la série justement donc d'allègements est venue par la suite. Donc on se dit, bon, il y a une sorte de pression vis-à-vis donc de l'État, donc de rouvrir justement donc certains espaces et d'alléger certaines choses et de repartir peut-être pour de plus belle vers justement la contraction donc de ce virus. Parce que je me pose la simple question, est-ce que on a beaucoup de chances, est-ce qu'on a des chances donc que le virus reparte de plus belle? Voilà. Est-ce que ce qui nous a amené justement à prendre ces mesures au départ et qu'on a obtenu ces résultats, est-ce que ces choses elles sont devenues, qu'est-ce qu'elles sont devenues entre-temps? Et sur le plan scientifique ou technique, sur les autres aspects, qu'est-ce qu'on donne comme information à nous autres pour dire, voilà, rassurez-vous, nous avons maîtrisé tel ou tel aspect, voici pourquoi nous allégeons telle ou telle liberté qui était un peu restreinte ou compromise. Donc c'est un peu cette façon donc de nous donner, de voir donc le plan, de nous donner donc de voir qu'il y a une forme donc de marche vers quelque chose, vers une sortie. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas. Voilà, on ne sait pas finalement peut-être au 4 mai, on allait avoir justement ce type donc d'allègement et peut-être dans un mois, on va aller vers quoi? Donc c'est autant donc de préoccupations qui... Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise du virus. On n'a pas donc un protocole de traitement qui est fiable, qui permet donc de dire comme le paludisme à tel ou tel produit. On ne les a pas. Aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre la propagation, c'est la sensibilisation. La sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Et ça, on a commencé. Les mesures de restriction qui ont été prises ont eu aussi pour conséquence positive de faire en sorte que chacun réfléchisse sur la question de la maladie. C'est vrai que vous avez dit qu'il y en a qui n'y croient pas. Ça, c'est pas faux, c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut continuer les mesures de sensibilisation. C'est pour ça que dans les discussions que nous avons eues avec les différents acteurs, c'est de leur dire, même si vous repartez, il faut qu'on respecte ces gestes barrières. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ces courbes et tout, vous savez, le travail épidémiologique qui est fait donc par les scientifiques et tout, font ressortir un certain nombre d'éléments qui sont des outils d'aide à la prise de décision. Vous avez dit tout à l'heure que, bon, il y a des pays où on fait 100 000 tests, 70 000 tests, mais même 100 000, 150 000 tests sur une population de 50-60 millions d'habitants ne permet pas de dire qu'on a un contrôle parfait. Et dans ces pays-là même, lorsque vous avez X cas déclarés, quand je prends l'Europe, en moyenne, on multiplie ce nombre de cas par 5 pour estimer à peu près le nombre de cas réels dans la population. Et chez nous, on va un peu plus loin, peut-être multiplié par 10 ou par 15, etc. Mais ce qui est important, comme il l'a dit, c'est qu'à partir d'un certain moment, on a constaté effectivement un ratio intéressant entre le nombre de cas donc, suspects testés et le nombre de cas déclarés positifs. Pendant une bonne période, c'est ce qui a amené effectivement à dire qu'il y a quand même les efforts qui ont été les différentes actions qui ont été entreprises ont permis quand même un contrôle de la maladie. Maintenant, comme il l'a dit, même en octobre, en novembre, en décembre, on ne sait pas s'il y aura le virus ou pas. Il y a eu le cas de la dengue. La dengue, c'est assez récent au Burkina Faso. Elle est là, mais on vit avec. Au départ, on a eu des conséquences difficiles liées à la dengue, parce qu'on ne savait pas comment on devait la traiter, on avait même du mal à pouvoir tester et savoir que c'était la dengue et tout. C'est un peu comme ça. Mais vous n'allez pas vous asseoir chez vous et puis dire j'attends que le virus disparaisse totalement pour venir. Et pour terminer, j'arrive, j'ai pas fini. Pour dire qu'on n'a pas tâtonné, on n'est pas allé sur le logo et puis tout allait s'alléger. Vous avez dû voir dans les discussions, quand je prends par exemple l'éducation nationale, vous avez vu qu'il y avait déjà des perspectives de reprise des activités. Les gens ont commencé à avoir une envie de commencer les cours le 21. C'était avant que Roroko ne rouvre. Il y a eu des discussions comme ça qui ont commencé. J'ai dit le gouvernement avait déjà
après avoir pris les mesures, avait commencé à réfléchir sur les perspectives, comment faire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre avec le virus en respectant les gestes barrières. Oui, moi ce que je ne sais pas quoi est-ce que je veux dire avec tout ce que j'entends du ministre et également donc de Bikaba, mais c'est de m'assurer, parce que la population aussi, pour ceux qui veulent reprendre leur activité économique, c'est tout à fait légitime, voilà, mais ceux qui ont cette préoccupation donc de savoir qu'est-ce que ce virus va devenir peut-être dans les 2 semaines, dans les 3 semaines, et si on repartait de plus belle, voilà, est-ce que votre responsabilité ne sera pas engagée en tant que gouvernement d'avoir justement allégé sans avoir pris peut-être assez donc de précautions? D'abord le docteur Bikaba qui va répondre sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision claire que dans 2 semaines, dans 1 mois, on sera situé, peut-être on aura 0 cas, ou bien quelle est la perspective vers où on... Oui. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que, en fait, quand la maladie est arrivée dans notre pays, on nous a expliqué ce qu'elle est et ses modes de transmission et comment ça peut aller vite. C'est-à-dire, en une journée, on peut taper 1000 personnes de contaminés. Donc, à cause donc de sa façon donc de se propager, etc. Donc, moi, partant donc de ce fait, si par exemple, les transports sont repartis, les marchés hier sont ouverts, voilà, avec donc aucun moyen pour le gouvernement, à l'heure où on parle, justement donc de s'assurer que les mesures barrières sont respectées. Est-ce qu'on n'entraîne pas l'ensemble donc du pays encore donc dans un retour à la case départ? C'est un peu ça. C'est pour dire que partout ailleurs, étant donné que c'est une maladie qui est nouvelle, si vous voyez, les institutions en charge donc de la réponse ont des directives qui les ajustent au fur et à mesure. Chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines, on révise les directives en fonction de l'évolution de la situation et on y va. Ce n'est pas comme la méningite où on connaît tous les germes, on sait ce qu'il faut faire, qu'il faut vacciner, quel type de vaccin il faut administrer. Cette maladie est nouvelle. Donc ce que nous avons fait, nous avons déjà, pour cette maladie, révisé la définition des cas. Au départ, la définition des cas que nous avions, par exemple, n'était pas la même définition des cas. Quand la transmission est devenue communautaire, nous avons dit, attention, nous n'allons pas nous baser la définition des cas maintenant sur le fait que quelqu'un ait voyagé et donc était dans un pays où la maladie est. À partir du moment où il y a la transmission déjà communautaire, on a dû le réviser. Pour un certain nombre de directives également, cela a été révisé. Cela montre quand même qu'il y a une dynamique qui est là pour, donc, en fonction de l'évolution de la maladie, ajuster nos stratégies. Nous avons également des groupes de chercheurs qui sont là et qui nous éclairent et qui font donc des simulations en fonction donc de l'évolution des cas pour nous montrer, attention, il faut renforcer tel secteur, attention, il faut alléger ici. Dans la perspective, donc... Sauf qu'il dit, les citoyens ne voient pas. On dit rien aux citoyens, on ne sait pas là où on va. Il y a des efforts donc, dans le domaine de la communication. Nous le faisons toujours, la communication, on dira toujours, on le fait. Nous le déplions, vous avez sans nul doute vu à travers les médias tous les efforts qu'on fait en termes de communication. Ce n'est pas suffisant. Il y a également surtout la stratégie de mobilisation communautaire que nous sommes en train de dérouler actuellement parce que nous pensons que c'est cette stratégie-là qui nous permettra définitivement d'éteindre la maladie. Donc actuellement, nous travaillons avec les associations, nous allons avec les ASBC également pour que les ASBC travaillent de proximité avec les populations pour sensibiliser sur les différentes mesures de prévention contre la maladie. Lionel Bilgo, est-ce que l'ouverture des Roroko, par exemple, où on a vu cet attroupement sans aucun respect des mesures barrières ne peut pas alerter et dire attention, les gens n'ont pas encore mis dans la tête que cette affaire est sérieuse? Oui, mais en fait, jusque-là, moi je comprends l'inquiétude du docteur Yaga, mais je ne vois pas la réponse arriver. Si ce n'est qu'il faut dire clairement que c'est une nécessité vitale et qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et qu'on ne peut pas maintenir une population sous des contraintes sociales et longtemps. C'est pas possible. Ailleurs, tout le monde déconfine et la vie doit reprendre son cours normal. Maintenant, effectivement, il faut compter sur la responsabilité individuelle des Burkinabés pour respecter justement les consignes et les gestes barrières, mais nous n'avons pas la garantie que la maladie ne va pas se propager. Nous n'avons même pas la garantie que la maladie n'a pas déjà été
plus propagé que les chiffres qu'on nous donne là. Parce qu'on vous dit que sur un certain nombre de personnes contaminées, beaucoup, au moins 80% des personnes peuvent faire la maladie sans pour autant déclarer une forme clinique, être hospitalisé. Est-ce qu'on n'a pas atteint cette espèce de seuil d'immunité collective au Burkina, vu notre mode de vie, notre manière de faire, même avec les restrictions du gouvernement, on a vu qu'il y avait des attroupements à certains endroits. Les Burkinabés n'ont pas changé forcément leur mode de vie et effectivement, il y en a qui circulaient sans masque et tout, y compris le soir, après l'heure du couvre-feu, dans certains quartiers, les populations se retrouvaient dehors, dans des attroupements, dans les banlieues. Pour quelqu'un qui vit dans un 45 mètres carrés, avec une famille de 10 personnes, l'extérieur est sa bouffée d'oxygène. C'est le prolongement de sa maison. Donc sortir devant sa porte, malgré les restrictions que vous avez, est une nécessité vitale. Donc la question que le docteur pose et la réponse qu'on a en face, j'ai l'impression que c'est deux miroirs déformants, on n'aura jamais de réponse, si ce n'est de dire que nous faisons des efforts pour contenir la maladie, mais nous ne pouvons pas maintenir la population sous cette soupape de restriction-là. Parce qu'il faut que des gens mangent, il faut que des gens sortent, qu'ils trouvent à manger et que l'économie reparte de plus belle. Aux États-Unis, les populations dans certains États manifestent pour qu'on lève les restrictions parce qu'ils n'en peuvent plus. Et il y a des gens qui vont faire la queue pour prendre à manger par jour. Donc, en gros, là, ce qui est là, c'est la crise sanitaire est parfois minoritaire par rapport au reflet de la crise sociale que ça crée. Donc, ça force une dictée aux autorités de pouvoir relâcher. Il y a aussi un problème de fond qui est la lisibilité de l'action. Mais il n'y a aucune lisibilité face à un virus qui n'a pas de médicament, qui se propage rapidement et qui est méconnu. Sauf de dire qu'il faut confiner les gens jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou un médicament fiable. Et à ce moment, on confine les gens à la mort chez eux parce qu'on ne peut pas les nourrir tous. Ça, on va l'entendre 1000 fois dans ce pays, mais juste cette nécessité économique, je ne suis pas naïf qu'il y a nécessité économique, mais les précautions sanitaires. Je pense que nous voulons un pays pour demain avec donc des êtres vivants. On ne veut pas un Burkina demain avec donc des morts dans les bras. Donc je me dis que nécessité économique certes, mais des précautions sanitaires. Et ça, la stratégie, pour moi, la stratégie de déconfinement ou encore la stratégie d'allègement doit justement continuer avec une certaine pédagogie. Si au départ du virus, enfin au départ donc de la pandémie, on nous avait expliqué que non, c'est une maladie qui se guérit à 99%, n'ayez pas peur, continuez donc vos activités jusqu'à ce qu'on trouve une solution, oui. Mais on nous a appris justement avec donc des mesures restrictives et d'un coup, on nous dit maintenant vous pouvez donc repartir. Et c'est ça qui pose un petit problème donc de pédagogie. Au départ, on nous dit des choses, maintenant on n'a pas vu changer ces choses et on nous donne d'autres mesures, d'autres directives. Et c'est ça qui a été un peu brusque. J'étais surpris que ça a été longuement mûri, mais on a eu le sentiment que ça a été précipité. Les gens ont revendiqué l'ouverture donc du grand marché, vous avez cédé, ils sont repartis. Les gens ont peut-être tout fait pour ouvrir les églises bientôt, ou les lieux donc de culte, ils ont obtenu gain de cause, donc ainsi de suite, les transporteurs ont eu gain de cause, mais vous n'avez rien qui prouve justement que ces mesures barrières seront respectées. Pour moi, une stratégie donc de relance et d'allègement doit s'élaborer justement avec beaucoup d'intelligence, doit s'exécuter avec prudence et doit s'évaluer régulièrement pour faire en sorte que tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui sont dans ce pays sachent que donc on est arrivé à un niveau où on est capable de prendre ces décisions. Et en les prenant, c'est en toute responsabilité. Si un jour, par exemple dans 2 semaines, on voit une situation contraire à celle qui est celle d'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, l'État a failli à quelque part en prenant précipitamment donc des mesures. Il n'y a personne qui nous comprenne, en principe dans ce pays, il n'y a personne qui nous comprenne la galère des commerçants, la galère donc des différents groupes sociaux. Mais quand vous entendez... Le fait que les choses soient ouvertes, c'est la lisibilité clinique. Oui. Voilà, parce que le docteur Bikaba n'a pas pu peut-être me convaincre
que les indicateurs sont ceux-là qui sont aussi des indicateurs assez rassurants pour relancer justement l'activité économique, pour relancer les activités qu'on avait l'habitude donc de mener. Et également, s'il vous plaît, je voudrais dire les questions. Que vous êtes un contre trois. Non. En fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est de renvoyer justement la responsabilité maintenant au niveau communautaire, en disant que maintenant, nous allons maintenant baser notre stratégie sur la sensibilisation. C'est ce que le ministre a dit. Si à cette étape, après plus d'1 mois, près de 2 mois, donc la stratégie est basée sur la sensibilisation, je pense qu'on est foutu. Et ce qu'il faut faire, ce n'est plus donc des actes de sensibilisation. Les gens auraient déjà compris que le virus tue et qu'on n'a pas d'autre choix que donc de prendre donc des mesures. Mais vous sortez, vous voyez que les gens ne prennent aucune mesure édictée. Et vous voulez maintenant, à cette étape-là, baser votre stratégie sur la sensibilisation. Je pense que si j'entends ça, je suis davantage conforté qu'on est peut-être mal barré. Mais non, je pense que c'est trop facile ce que vous dites. C'est facile. Et moi, je n'ai pas dit qu'on va maintenant baser notre stratégie sur la sensibilisation. On a commencé à sensibiliser depuis le début. On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. J'ai dit, il faut qu'on renforce davantage la sensibilisation. Et quoi d'autre? Renforcer la sensibilisation, mais parce qu'on n'a pas d'autre solution pour le moment. Et on ne peut pas garder les gens comme il l'a dit. Ce n'est pas possible. On n'a pas d'autre solution pour le moment. Et aucun pays ne pourra vous dire, aucun pays, aucune personne ne pourra vous garantir qu'il n'y aura pas de rebond forcément. Il peut ne pas y avoir de rebond, c'est ce que nous souhaitons. Il peut y avoir rebond. Il y a des pays où il y a eu des rebonds. Ils ont allégé. Des pays où il y a même plus de discipline que dans d'autres pays, ils ont allégé les mesures. Je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom. Mais il y a certains pays, justement, où la discipline et l'hygiène sont meilleures que dans d'autres pays. Et ces pays sont allés effectivement à un déconfinement, mais ont dû reculer parce qu'il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond. Donc c'est dire que... fait de tout ça? Mais c'est pour dire que si demain, parce que nous suivons, contrairement à ce que vous dites, nous suivons la situation de la maladie au jour le jour. C'est pas seulement les communiqués qui sont faits par le Chorus à la télé, il y a eu tant de cas, c'est pas ça seulement. On a des outils de surveillance de l'épidémie. On a des documents. Et nous suivons au fur et à mesure. Si demain, après ces mesures d'allègement, on a un rebond spectaculaire, le Premier ministre l'a dit le mardi, mais nous allons reprendre un certain nombre de mesures. Mais en attendant, nous ne souhaitons pas cela. C'est pour cela que nous avons dit aux différents groupes que nous avons rencontrés, pas de problème, si vous voulez y aller, il faut respecter des mesures barrières. On a décidé justement du port du masque obligatoire. Mais pour le moment, nous travaillons à la sensibilisation. À un moment donné, il va falloir que les gens y aillent. Donc il y aura des mesures qui vont amener des gens à y aller. Vous dites qu'aucune mesure n'est respectée aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. Je ne sais pas si vous saluez, mais est-ce que vous, depuis un certain moment, vous tendez la main à quelqu'un? Moi, je n'ai plus tendu la main à quelqu'un, ça fait au moins 2 mois. Depuis début mars, on a arrêté de tendre la main. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, dans la plupart des cas, en tout cas, il y a beaucoup de situations où les gens ne se tendent plus la main, où les gens portent, il y a une partie de la population qui porte le masque. Et ces effets-là ont pour avantage de faire en sorte, effectivement, qu'on ait moins de cas. Donc, on suit. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, vous donner la garantie qu'il n'y aura pas de rebond. C'est une maladie nouvelle que nous sommes en train d'étudier. Il se pourrait qu'il y ait un rebond, mais s'il y a un rebond, le gouvernement prendra ses responsabilités. Maintenant, vous pourrez dire que le gouvernement... La responsabilité actuelle du gouvernement, non, vous pourrez dire justement, oui, comme il dit, le gouvernement, on dira que le gouvernement a failli et tout, il n'y a pas de problème. On va assumer et on va expliquer et on va continuer de travailler. Mais nous souhaitons, notre souhait vraiment, c'est qu'on continue toujours la sensibilisation, les efforts de sensibilisation de façon à ce que les uns et les autres respectent les mesures barrières en attendant que nous puissions avoir une meilleure connaissance de la maladie à travers le monde et puis y aller. Alors, la responsabilité actuelle Je voulais peut-être revenir par rapport à la sensibilisation, parce que je vois que le docteur oui, c'est vous qui avez évoqué le sujet, de cela. Pourtant, pour une maladie qui n'a pas de traitement, la meilleure façon, c'est la prévention. Et pour la prévention, il faut faire changer le comportement. Et comme on l'a dit, c'est l'exemple. Vous êtes au stade de la sensibilisation, oui, mais alors que vous auriez pour toute maladie, on va terminer par ça, l'approche communautaire. L'approche communautaire, tant qu'on n'ira pas donc dans l'approche communautaire, on ne pourra pas terminer avec cela, parce qu'il faut que les populations soient convaincues de ce que nous disons comme message. Nous disons des messages
Mais il faut que les populations soient convaincues. Et par ça, on passe donc par des personnes relais dans la communauté. Ça peut être des personnes, donc les ASBC, ça peut être les associations, ça peut être les leaders d'opinion, qui vont donc travailler avec leurs pairs dans la population, même les élèves, les étudiants, qui vont également, au retour donc, des classes, vont faire passer donc un certain nombre de messages. Et on sait très bien également que le comportement, c'est la chose qui est la plus difficile à faire changer. Il faut répéter le message 10 fois, 100 fois, pour pouvoir arriver donc à faire changer donc un certain nombre de comportements. On a l'expérience avec un certain nombre de maladies. Le VIH, c'est la même chose. Au départ, certains n'y croyaient pas. Jusqu'à ce qu'ensuite, après les gens aient vu effectivement certaines images effectivement de leur vue, ça a frappé les esprits et les gens y ont cru. Actuellement, on remarque également qu'il y a parfois chez certaines populations le déni de la maladie. Parce que, voilà. Et pourtant, on sait très bien que la maladie existe et il faut travailler effectivement à ce que ces populations-là, le message passe et qu'elles adoptent effectivement les différentes mesures. Sur la reprise des activités, la responsabilité du gouvernement, Monsieur le ministre, c'était aussi de mettre à disposition, par exemple, les masques qui ne sont pas encore disponibles selon les témoignages qu'on entend ici et là, alors qu'on a décrété un port obligatoire. Donc, du coup, il y a cette question aussi de tâtonnement qui revient sur la lisibilité dont il parle. On décrète, on prend une mesure, on ne prend pas les dispositions pour que les choses soient effectives. Qu'est-ce que vous répondez? Je voudrais d'abord peut-être rectifier. Le gouvernement avait pris l'engagement de mettre à disposition des masques. Auprès de qui? Non, pas que vous avez pris l'engagement de mettre à disposition les masques. Au moins que les masques soient disponibles pour que les gens qui ont les moyens puissent acheter. Et que, par exemple, vous avez promis des masques pour les élèves et autres. Voilà. Oui, mais nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour que les masques oui, pour mais les élèves soient depuis le disponibles. 27 jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux masques. Et peut-être le coût auquel on assiste, tous les citoyens burkinabés ne pourront pas avoir accès aussi. Bon, ça dépend. Ça dépend parce que la question des masques, le port obligatoire des masques effectivement a été acté. On prend l'exemple des masques pour parler des dispositions qu'on prend pour le respect des consignes barrières dont on parle tout à l'heure, avec le déconfinement entre griffes, hein, parce qu'on n'a pas été confiné. Voilà, l'allègement des mesures, c'est plus simple. On prend des mesures, on allège. On prône aujourd'hui, il a dit, la sensibilisation et le respect des gestes barrières, sauf que tous les moyens ne sont pas mis à disposition pour que ces gestes barrières soient effectivement respectés, comme les masques. C'est la question que je pose. Ah ok, donc je comprends bien Oui. votre préoccupation, effectivement en rapport avec les masques. Mais aujourd'hui, il y a une forte activité autour donc, de la confection des masques artisanaux, réutilisables et lavables. Donc c'est possible que à la date d'aujourd'hui, ce ne soit pas suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui à tous les niveaux pour que les masques soient disponibles. Et quand vous prenez les artères donc, de Ouagadougou, vous avez beaucoup au niveau des feux tricolores, vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vendent des masques réutilisables et lavables. Donc il y a quand même une activité qui se mène et je pense que c'est ce temps aussi que le gouvernement donne aux citoyens pour qu'ils travaillent à acquérir leurs masques en dehors des masques que nous devons mettre à disposition des élèves et des enseignants pour laquelle donc, nous avons pour laquelle activité nous avons donc contractualisé avec la Confédération Coton Textile Habillement. Mais sinon aujourd'hui, il y a une grande dynamique autour donc de la confection et de la disponibilisation des masques à travers le pays. Maintenant, l'autre question qui se pose, comme il l'a dit, c'est un changement de comportement. Et le changement de comportement est difficile effectivement à instaurer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout porter le masque. Il y en a qui peuvent l'avoir, qui ne veulent pas le porter. C'est pour ça qu'on continue. Il y en a qui n'ont pas les moyens aussi de se l'acquérir. Oui, ça aussi c'est possible. C'est pour cela que aujourd'hui vous voyez un peu dans certaines zones donc, des efforts de nos concitoyens à travers le mécénat qui sont faits pour pouvoir doter un certain nombre de personnes aussi de masques. Voilà. Donc, je sais que cette fois-ci vous ne serez pas d'accord avec... Moi, je reste toujours en fait sur ma position en disant que il y a des mesures qu'on va prendre et qui ne porteront pas leurs fruits sur le terrain. Et il y a des mesures qu'on prend et on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de contrôle également de ces mesures-là sur le terrain. Je prends par exemple le cas du couvre-feu.
Moi, je circulais dans certains quartiers, en périphérie, et j'ai vu des gens dehors, dans des quartiers en périphérie, comme s'il n'y avait pas de couvre-feu. Et bien, le port du masque, ça sera presque pareil. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, à la police, vous le verbalisez comment? Il est à pied. Qu'est-ce que vous prenez comme pièce? Ou bien comment vous le facturez? Dans des sociétés structurées, juste la pièce d'identité, l'amende est faite et on vous reconnaît. L'État saisit directement dans votre compte. Même si vous ne payez pas, ce n'est pas grave, on vous attend. L'État saisit directement dans votre compte. Ici, on n'a pas une espèce de traçabilité sur les populations. Comment la police va faire son travail? Cette décision même rend inconfortable. L'opportunité de la décision aussi. Oui, donc ça rend même inconfortable le contrôle, ceux qui sont censés faire le contrôle. Sur quelle base, avec quelles mesures ils vont faire ce contrôle? Est-ce que ça sera une simple verbalisation? Si c'est une simple verbalisation, eh bien on va dire que ça contribue à la sensibilisation. Et donc dans ce cas, on est dans le rôle toujours de la sensibilisation. Mais on sait qu'à un moment donné, pour nos populations, il faut des mesures dissuasives. Et les mesures dissuasives sont presque contraignantes. Tant qu'on ne peut pas les appliquer, eh ben, on ne va pas changer le comportement forcément des populations. Et je crois aussi que pour ce virus-là, quand vous regardez sur tout le continent africain, c'est assez extraordinaire. C'est la seule fois, la première fois, où tout le monde entier est frappé par un même virus. Et donc on ne peut plus attendre d'aide. Ça veut dire qu'il faut qu'on se prenne nous-mêmes en charge. D'où la question de l'innovation et de la compréhension de notre structure sociale. Je reviens sur ça. Parce que c'est à partir de là que l'on prend des décisions, entre guillemets, logiques. Et je comprends parfois les questions de docteurs, parce qu'au départ, la logique était que c'est très grave ce qui va nous arriver, rentrez chez vous, fermez tout. Et aujourd'hui, et la peur a gagné du terrain dans nos populations. Aujourd'hui, on dit, ressortez, bon, mais faites attention. Mais malgré tout, la maladie est toujours là. Et donc, ça veut dire tout simplement que la logique des décisions crée une certaine forme d'incompréhension. Et tout à l'heure, on parlait de l'incrédulité des populations. Cette incrédulité, surtout dans le cas du Burkina, est due au fait à certains manquements graves dans la gestion de cette Covid-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, le gouvernement même l'a reconnu. Le ministre de la Communication l'a dit. On a eu des manquements, des faits très graves. Déclarer la députée comme décédée de cela, et ensuite on se rend compte, et la population est obligée de se dire, mais finalement, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc cette question est presque légitime quand on voit la manière de gérer la situation en face. Moi je voudrais dire une chose, cette maladie, il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas maximiser, il faut juste rationaliser. Docteur Bigaba. Non, peut-être moi par rapport à ce qu'il a dit, Oui. je pense qu'il faut faire attention. Vous savez, au début, tous les pays ont vécu cette situation, cette peur. On n'a pas créé la peur. Je vous dis que lorsque moi j'ai été déclaré positif, mais pratiquement tous les ministères, les gens ont disparu. Personne ne voulait même recevoir les parapheurs qui sortaient de mon cabinet. Parce que justement, il n'y avait aucune connaissance de la maladie. Ce à quoi on assistait, c'était chaque jour donc un décompte macabre dans certains pays à travers le monde. Et tout le monde était affolé. Il a fallu que, et là, effectivement... peut-être que vous n'avez pas aussi surassuré. Vous dites? Vous n'avez pas peut-être surassuré en tant que gouvernement. Non, parce que à cette étape, on n'avait aucune connaissance. Et tout le monde essayait de se barricader, effectivement. Jusqu'à se rendre compte que ce n'est pas forcément la solution. Il y a mieux que ça. Travailler à vivre avec la maladie et avancer. Parce que comme il l'a dit, sinon après, il y a d'autres conséquences plus graves. C'est des conséquences économiques totalement catastrophiques. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur le gouvernement ou sur d'autres personnes. Au début, c'était comme ça. Il a fallu qu'il y ait des guérisons et que des personnes guéries commencent à témoigner pour rassurer effectivement des personnes qu'on peut l'avoir, on peut guérir, on peut avancer. Et tout ça aussi, ça a eu pour conséquence de révisiter les différentes étapes de gestion de cette maladie et avancer. Maintenant, effectivement, les manquements... Oui, il y a eu les manquements. Je ne vais pas faire de comparaison. On reconnaît effectivement qu'il y a eu des manquements. Reconnaître cela, c'est pas... moi, je trouve que c'est pas mauvais. Maintenant, c'est de travailler à éviter cela. Et ça, je pense qu'on est dans cette dynamique, de reconnaître des erreurs et essayer d'avancer. Et ça, c'est important. Donc, maintenant, il a dit quelque chose de très important. Il y a des manquements qui peuvent amener certaines personnes à douter de la maladie ou à douter des chiffres qui apparaissent et tout. Et notre rôle en tant que
en tant que membre du gouvernement, notre rôle en tant que gouvernement et le rôle donc de leader d'opinion, de leader religieux, de leader associatif, etc., c'est de contribuer aux côtés effectivement du gouvernement à davantage sensibiliser les populations sur la véracité de cette maladie. C'est une maladie qui existe, qui est réelle. Il y a des erreurs qui sont liées au fait que c'est une nouvelle maladie et donc tout le monde tâtonne, mais on finit par effectivement trouver des solutions. Docteur Yara, merci pour la parole. J'écoute avec beaucoup, beaucoup de plaisir le ministre, mais il y a 1000 questions qui bougent comme ça à moi par rapport aux mesures et les moyens donc de l'État pour justement les faire appliquer. Voilà. Et il me semble qu'il y a des moments où l'État ne fait que peut-être prendre donc des décrets ou des éléments comme ça pour justement légitimer finalement ce qui se fait sur le terrain. Voilà. Vous dites maintenant que les gens peuvent circuler alors qu'ils circulaient. Vous dites qu'ils peuvent voyager alors qu'ils le faisaient. Donc, on a pris des mesures, on n'a pas les moyens donc de les appliquer. À quoi sert justement donc de prendre des mesures qu'on ne peut pas faire respecter? Donc, c'est comme si on est face à un enfant caractériel, difficile, et on commence à se dire, écoute, tu connais que la maladie tue, tu en fais à ta tête, je me lave les mains, débrouille-toi. Donc c'est cette impression qu'on a, on valide tout, on vous laisse avec donc la maladie, quand ça va revenir, vous saurez. Mais ce qui est sûr, si vous revenez un jour sur les mesures que vous avez laissées tomber aujourd'hui, on aura beaucoup plus de peine à les faire appliquer. Parce qu'on se serait déjà installé justement dans d'autres habitudes et dans des goûts qui font du bien à l'économie, à la société, enfin, aux relations, aux liens sociaux, et tout cela, on aura de la peine à ramener les gens dans dans la posture qu'on a eue tout à l'heure. Les gens ont cru au gouvernement à un moment donné, une confiance totale, et on a suivi donc les mesures. À un moment donné, ils ont commencé à avoir justement donc de la méfiance quand on a eu plusieurs sons de cloches et on a commencé à changer la musique. Les gens dansaient maintenant des fausses notes et à la fin, maintenant, ils sont prêts justement à rentrer peut-être dans une forme donc de défiance. Si l'État revenait, par exemple, à la fermeture donc, des gares, parce que donc, le pic est remonté, ça va être une véritable lutte pour amener donc, les gens. Donc, moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, si l'État avait les moyens pour faire respecter les mesures barrières, ce serait l'idéal. Mais aller jusqu'à dire maintenant j'en appelle à la responsabilité de chacun, cette expression ne veut plus dire grand chose. C'est comme si vous dites non, je ne peux rien, finalement je vous laisse avec votre responsabilité et vous balancez justement la responsabilité au niveau individuel et vous responsabilisez donc les communautés et vous dites je me lave justement les mains donc de cette situation. C'est comme ça qu'on perçoit, voilà, c'est comme si l'État est impuissant pour faire respecter ces choses et renvoie justement les différentes communautés à leur responsabilité, ce qui aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, cette fameuse expression qui dit... réagir sur la responsabilité. Il faut dire que de manière globale, les mesures qui ont été prises ont été efficaces et ont permis de contrôler relativement la maladie, parce que quand vous appelez la mesure de mise en quarantaine, nous sommes restés à 9 régions qui sont touchées, jusqu'à ce que nous voyons donc une région qui soit sortie de la quarantaine, le centre-sud. Ça montre que si on n'avait pas pris ces mesures, on allait avoir peut-être une diffusion de la maladie dans tout le pays. Et maintenant, à partir du moment où nous avons commencé à voir que les cas ont commencé à diminuer, on peut ajuster nos stratégies. Et on a ajusté nos stratégies tout simplement en levant les mesures, mais en augmentant nos capacités de dépistage. Parce que vous savez que depuis la semaine passée, nous avons dit, nous allons dépister maintenant tous les cas qui sont contacts. Les cas contacts, ce sont des cas qui ont été en contact avec un cas positif. Dans le passé, avant cette date, on leur recommandait de rester à la maison pendant 14 jours et nos équipes de volontaires donc, passaient à la maison régulièrement faire le suivi jusqu'à la positivité ou pas. Donc il y a un dispositif et ce qu'il faut noter, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Pour cette maladie-là, on apprend donc en faisant, en pratiquant. Et lorsqu'on fait des erreurs, on reconnaît qu'on a fait des erreurs, on corrige nos erreurs, on revoit nos directives et on va de l'avant.
Et bien sûr, je pense que dans tous les pays du monde aujourd'hui, et même dans les pays développés, ce que nous apprenons d'eux, nous n'avons pas la vérité, parce que nous aussi nous apprenons comme vous à gérer cette crise. Nous n'avons pas de preuves basées sur la science. Mais le partage d'expérience, parce que par exemple avec la mission que nous avons eue avec les experts donc, de la Chine, ils ont partagé également avec nous un certain nombre de faits qu'ils ont constatés et qui peuvent effectivement nous orienter. Voilà, ils peuvent nous orienter. Sauf que, comme dit Lionel Bilgo, ces erreurs-là ont semé le doute dans l'esprit d'un certain nombre de Burkinabés qui ne croient même plus à la maladie. Ça c'est logique, ça c'est logique, c'est logique. Il y a un travail à faire. Il faut continuer de faire le travail pour remonter la pente. C'est ce que j'ai dit, c'est des erreurs qui sont arrivées. Si vous regardez même à travers le monde, il y a eu beaucoup de difficultés partout. Des difficultés entre membres du gouvernement et présidents, des difficultés entre techniciens. Il y a eu des difficultés partout. Et ça, c'est lié à la nature de la maladie. Et il faut être très humble vis-à-vis de cette maladie. Parce que ce que vous dites aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. La question même du pic dont on parle, il y a des gens qui ont passé le temps à dire qu'ils étaient au pic, et après ils parlent de plateau, etc. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Et donc, il faut être vraiment humble et puis y aller. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a des mesures, au-delà des mesures dont il a parlé, qui ont été quand même efficaces. Il faut reconnaître aussi que le couvre-feu, même si il y a des gens qu'on voit dehors, a eu un impact positif et a toujours un impact positif aujourd'hui, parce que ça a limité donc, le déplacement donc, des populations la nuit. Et donc ça a eu pour effet... Oui, la Côte d'Ivoire, mais bon, moi je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire puisque vous parlez de mimétisme, on ne regarde pas là-bas, mais nous pensons que c'est une mesure qui a contribué aussi à freiner et que c'est une mesure qui doit encore continuer pendant un moment. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que quand vous dites qu'il n'y a pas de lisibilité, on tâtonne, etc., on a pris des mesures de façon progressive, des mesures de limitation donc de liberté de façon progressive, et on est en train de les alléger aussi de façon progressive. On aurait pu lever le couvre-feu comme en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, on ne l'a pas encore fait. Il y a certaines mesures qu'on a décidé de maintenir encore pendant les maquis, les bars, les lieux funéraires et tout. Non, on est en discussion justement avec eux. Ce n'est pas qu'ils vont venir nous voir, nous discutons avec eux depuis un certain moment. Le ministre du Commerce les rencontre régulièrement, il discute avec eux. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour trouver des solutions. Voilà. Et dès que les solutions seront trouvées, vous verrez. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Ce n'est pas qu'ils vont venir, ils sont là, on discute avec eux déjà, comme avec toutes les autres couches. Oui, je voulais dire juste, en plus des erreurs, il y a eu quand même des bourdes dans le cadre du Burkina. C'est quand même... C'est assez grave. Bon, des contre-vérités du même gouvernement, c'est-à-dire qui dit I aujourd'hui et qui va dire A le lendemain, immédiatement. Ou deux personnes du même gouvernement qui disent deux choses différentes en conférence de presse. Donc, après, vous voyez, la question de la communication, ce qu'on remarque dans tous les autres pays, c'est qu'il y a une attitude de vérité, de dire la vérité aux populations. C'est très important dans une crise sanitaire comme cela. Parce que les populations n'ont pas de gouverne que la bouche et la parole de celui qui est mandaté et responsabilisé. Et à partir du moment où ce dernier se décrédibilise par sa façon de communiquer ou par sa façon de faire, ça devient compliqué. Et donc on assiste à une certaine forme de défiance de la chose existante, mais de défiance même de l'autorité de celui qui est mandaté et responsabilisé pour communiquer vis-à-vis de la population. Vous regardez cette maladie, depuis le début, le docteur est là pour le confirmer ou pour l'infirmer, a fait à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de décès. 48 exactement. 48 décès au Burkina Faso. Prenez la liste de toutes les maladies qui existent au Burkina Faso, vous verrez que dans le classement du nombre de décès, ce virus-là vient peut-être en bas de l'échelle. En Afrique, ici, on a 2000 et quelques cas sur 1,2 milliard d'habitants. Et sur le nombre de décès, à peine 500 morts pour tout un continent. Et voilà que le continent reste figé, freiné. J'ai dit qu'il ne faut pas minimiser, il ne faut pas maximiser, mais soyons rationnels. Parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui nous tuent plus que ça. Et l'OMS même prédit un pic du paludisme, du taux de mortalité du paludisme à 769 000 morts du paludisme là cette année, en 2020. Pourquoi? Parce que tous les regards sont concentrés sur le Covid. Oui, mais d'accord, ok, même pour l'Ebola, l'OMS avait prévu à peu près 100 000 morts. Oui. Mais pour le cas du palu, ils connaissent la maladie. Il y a des statistiques et c'est facile d'aligner l'évolution par rapport à certains comportements.
Ebola, il ne connaissait pas. Ce virus, il ne connaissait pas. Donc les prédictions sont peut-être erronées dans ce sens-là. Pour répondre. Monsieur le ministre, sur les bourdes, on a quitté le tâtonnement, les erreurs. Là, nous sommes sur les bourdes. Non, bon, comme il n'a pas donné d'exemple précis, je ne peux pas répondre sur ça. Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, quand on fait la comparaison avec d'autres maladies, elle peut peut-être apparaître comme la 20e maladie qui tue le plus dans notre pays. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que si vous avez énormément de cas, vous aurez énormément de décès. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler à freiner. Donc, c'est là à côté des autres maladies et travailler à faire en sorte que cette maladie soit prise en charge dans le système de santé, de façon à ce que partout où vous êtes, vous ayez une possibilité d'être pris en charge et tout, de façon à ce qu'on puisse aller dans la fluidité. Parce que si on reste donc dans la situation où on a un seul hôpital qui est de référence Covid, et puis ailleurs, il n'y a rien, ça va poser des problèmes. C'est mieux de l'intégrer pour éviter qu'effectivement, lorsque donc, les pics de paludisme vont arriver, qu'on ait des difficultés de prise en charge de ces personnes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il ne faut pas aussi minimiser, parce que la difficulté du Covid aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est aller très vite. Donc vous n'avez pas de maladie, vous avez Ebola. Ebola a été circonscrit. Mais cette maladie-là, elle est partout aujourd'hui dans le monde entier. Elle est partout avec des situations disparates ça et là. Des taux de létalité très élevés dans certains pays, moins élevés dans d'autres, etc. Donc on n'a aucune connaissance de la maladie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle tue, mais on peut en guérir. Et on sait comment éviter comment faire pour freiner la propagation. Et donc on est dans cette dynamique. Et c'est cette méconnaissance de la maladie qui amène à ce qu'il y ait une grande concentration là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous, à un moment donné, effectivement, on passe une étape. Et cette étape, on l'a passée, c'est l'étape de se dire, alors c'est arrivé, il faut tout fermer, etc. Beaucoup l'ont dit, hein. Beaucoup ont dit il faut fermer. Moi, dès que le 9, on a eu les 2 premiers cas, on m'a dit ferme toutes les écoles pendant une semaine. Parce que le temps a dit ferme les écoles. On ferme les écoles. Après, ils commencent à dire mais on fait comment pour ouvrir, etc. Donc, on a passé l'étape donc, de la peur. On a passé cette étape et aujourd'hui, on est dans l'étape de comment faire pour vivre avec la maladie tout en préservant donc le développement économique, la vitalité de notre pays, etc. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes, comme d'autres pays. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, les gens vont ressortir, les gens vont mener leurs activités, mais il faut travailler effectivement à continuer toujours de sensibiliser, mais faire en sorte que notre système de santé puisse prendre en charge cette maladie partout où nous sommes. Avant de poursuivre, je précise que cette émission est participative et qu'à partir de ce moment, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 pour participer au débat avec nous. La question de l'école, vous l'avez dit, monsieur le ministre aussi, là c'est aussi un exemple. Une maladie qui sévit à Ouagadougou, dans un village, peut-être que je connais mieux, je vais prendre l'exemple de derrière Batié, Kpéré, où on a peut-être des difficultés de communication même avec le centre-ville. On ferme les écoles, on ferme les lieux de culte, on ferme tout, même les marchés, pour une maladie qui existe peut-être dans les grands centres, qui sont sous quarantaine, et qui malgré tout, comment vous expliquez cela? Il y a 2 aspects importants à ce niveau. Il y a la question de l'équité dans l'éducation. On aurait pu se dire effectivement, à partir du moment où l'épicentre c'est Ouagadougou, où il y a des villes où il n'y a pas de cadre du tout, qu'on permette donc au système éducatif de se développer là-bas. Ça, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire. Donc les enfants sont égaux devant donc, ce système éducatif. Et donc c'est pour cela que les mesures qui sont prises, c'est pour l'ensemble. Maintenant, j'arrive. Maintenant, un aspect important donc, à ce niveau, c'est que justement, si on n'avait pas pris un certain nombre de mesures, il se pourrait que Kouéré puisse connaître des cas. Parce que les gens se déplacent, ils vont partout. Sauf que les villes touchées étaient sous quarantaine, donc les gens ne se déplaçaient plus. Oui, les villes, non. Justement, c'est ces mesures qui ont été prises pour que cela puisse se faire, mais on ne pouvait pas fermer donc, des écoles dans telle région et laisser d'autres régions. Parce que si vous le faites, si vous fermez Ouagadougou et vous laissez les autres régions, les élèves de classe d'examen de Ouagadougou, ils font quoi après? Ils ont la possibilité peut-être plus facilement de suivre les cours par la radio, par la télé, que pas évident, lorsque vous êtes à Ouagadougou, dans certains quartiers, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Et même s'ils suivent les cours par la radio et la télé, par ces canaux-là, on ne peut pas évaluer les enfants. On est obligé à un moment donné de répartir. Et pour cette équité, on est obligé de fermer partout. Sinon, on irait peut-être dans le choix de faire en sorte qu'il y ait un examen de BEPC pour Ouagadougou
un examen de BPC pour Kouéré, un examen de baccalauréat pour Ouagadougou, un examen de baccalauréat pour telle autre région, non. Donc c'est pour cela que, même s'il y a des zones qui n'ont pas été touchées, donc la fermeture a été faite pour contenir donc justement la maladie et éviter que ça puisse les marchés, se placer. les autres... Les marchés et tout, c'est totalement différent. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à Ouagadougou, il y a eu la décision de fermeture des marchés. Il y a certaines communes qui n'ont pas fermé leurs marchés, comme Koudougou ou même Dédougou et tout, ils n'ont pas fermé. Mais ça, c'est totalement différent. Je parle de l'éducation, et en matière d'éducation, c'est l'équité. Et c'est cette équité qui nous amène justement à le faire partout. Oui, moi je voulais profiter de votre plateau pour voir maintenant si effectivement les mesures prises pour alléger justement donc la souffrance donc des populations en acceptant justement de lever certaines restrictions et le système sanitaire, puisque le docteur Bikaba est là, le système sanitaire est-il prêt pour faire face à une montée éventuelle justement donc à un rebond. Parce que je ne vois pas l'État jusque-là, le gouvernement n'a pas communiqué en disant voilà, nous repartons avec donc la vie normale et de façon progressive et voici donc voici les modifications, bien voici les changements majeurs que nous allons entreprendre pendant cette phase. Nous irons à Ziniaré, nous prenons le CHU, ou bien c'est l'hôpital de Ziniaré, nous allons en faire un deuxième centre au cas où nous aurons 500. Voilà, les respirateurs qui avaient de la peine à arriver, voilà comment nous allons faire. Ça dit, pendant cette période, si c'était accompagné donc d'une certaine communication pour dire que voici ce que l'État est en train de faire, au cas où, on serait tranquille. Mais on nous renvoie justement à nos activités, mais on ne voit rien derrière, sinon que prenez vos responsabilités, nous allons intensifier justement la sensibilisation. Docteur Bikaba. Effectivement qu'il y a des mesures qui sont faites pour renforcer le système de santé. Et qu'à la sortie donc de cette épidémie, nous ayons un système de santé qui soit donc plus en mesure de faire face donc à ces genres de pandémies. Déjà, nous avons annoncé qu'au niveau de Ouagadougou, nous sommes en train d'intégrer cela pour faire de telle sorte que ce ne soit pas seulement au niveau du CHU de Tengango que les malades soient pris en charge, mais qu'il y ait la possibilité que les malades soient pris en charge donc, au CMA de Pissi, avec un service qui va accueillir au moins 60 personnes, avec 8 lits intensifs. Au CHU de Borodogo également, nous allons travailler dans ce sens. Et à Bobo, dans toutes les régions, au niveau des régions, effectivement, nous travaillons à cela. Nous sommes toujours dans la pandémie, mais nous voulons saisir l'opportunité, effectivement, pour renforcer le système de santé. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour qu'après l'épidémie, le système de santé également soit plus fort. Parce qu'après, il faudra faire le rétablissement du système de santé. Si après donc, cette épidémie, le système de santé est carrément déglingué, ça ne va pas. Mais à travers donc, le renforcement donc, des équipements qui sont en train donc, de venir, le renforcement donc, des équipements de protection, des laboratoires, du réseau des laboratoires que nous allons renforcer dans toutes les régions, qui seront en mesure de faire effectivement ces différents tests-là, nous pensons qu'à l'issue de cela, on aura un système de santé encore plus fort. Et justement, maintenant, pour ce qui concerne les aspects structurels liés donc au changement de comportement, nous allons toujours, comme on l'a dit, c'est la sensibilisation, il faut toujours... Test rapide. Parce que, en fait, la question des tests rapides, au niveau du pays, la question des tests rapides est gérée. Donc, et nous avons pour le moment, les tests rapides ne sont pas dans le protocole de prise en charge. D'accord. Ce sont les tests donc de diagnostic moléculaire, la PCR, qui sont là. Nous travaillons pour avoir effectivement la PCR donc avec la technologie. C'est une technologie de diagnostic moléculaire. Voilà, on amplifie pour pouvoir identifier donc les virus. Et nous travaillons pour pouvoir avoir les PCR donc rapides au niveau des régions en utilisant une technologie qui est déjà là, mais il suffit donc de compléter les appareils par des équipements et par les réactifs. Donc ça aussi, nous travaillons jour au jour. C'est-à-dire que bientôt, ce serait possible de faire les examens dans les différentes régions. Effectivement, ce soit possible. Parce que la seule contrainte... Il a parlé de respirateurs aussi. Ils ont des appareils dans les régions pour la détection des cas de tuberculose et tout. Et c'est ces appareils qui vont être renforcés avec d'autres éléments pour pouvoir faire les tests donc, de dépistage du Covid. La question des respirateurs. La question des respirateurs, nous avons des respirateurs qui commencent à rentrer.
Rien que hier, nous avons envoyé 2 respirateurs donc, à Bobo. Nous travaillons pour avoir envoyé aussi des respirateurs également à Dédougou. Et ça va. Le système de santé sortira donc renforcé de cette pandémie. D'accord. Oui, c'est sûr, vous n'aurez pas le choix parce que cette maladie, ce virus a permis de mettre à nu quand même la situation assez belliqueuse de notre système de santé, tant en équipement qu'en formation, en ressources humaines, ou encore en répartition de la ressource humaine. Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que dans le système sanitaire burkinabé, il y avait des appareils qui coûtaient presque rien. Quand on entend les montants, le coût de certains appareils, vous dites mais pourquoi on n'en achète pas quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ça, on se dit il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je me souviens, à une certaine époque, dans ce pays, ce sont des individus qui achetaient des couveuses pour l'hôpital Yalagado. Des couveuses. Et quand on vous donne le montant, franchement, vous vous dites, le petit commerçant de quelque part qui s'en sort bien pourrait faire ce don-là. Mais à l'échelle d'un gouvernement qui a un budget, où va le budget de la santé exactement? Comment est reparti ce budget? Est-ce que la majeure partie de ce budget gère les salaires uniquement, ou est-ce qu'une partie de ce budget permet de rénover ou de maintenir à flot l'équipement sanitaire? Ensuite, sur la question des médecins, je pense que cette crise au début, et le ministre l'a dit, tout le monde a été pris de court, c'était la panique et la peur. Nous, on s'attendait de voir un gouvernement courageux qui va nous montrer quand même le chemin et nous rassurer. Mais tout le monde a eu peur. Effectivement, tout le monde a eu peur. Lui-même, le ministre même a chopé le Covid. Donc, on n'avait plus de référent en face pour nous rassurer. Et cette panique-là, quand c'est le gouvernement, ça va. Mais quand c'est le système sanitaire, quand ce sont les infirmiers et des médecins qui ont peur, on court au drame. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je connais quelqu'un qui est décédé, il n'avait pas le Covid. Mais tellement c'était la psychose que les cliniques ont refusé de le recevoir. Et comme il avait les symptômes, il est parti à Tengango, il a appelé le 37 qui a mis du temps à venir, et pendant ce temps, il avait des difficultés, etc. Ils l'ont testé après coup, il n'avait pas le Covid, mais finalement il est décédé parce que la prise en charge n'a pas eu... Je parle de cette personne parce que je connais cette histoire, je connais la personne. Et donc, vous voyez la panique qu'il y a eu dans le système sanitaire parce que tous les infirmiers et les médecins n'ont pas été intégrés au départ, n'ont pas été sensibilisés et formés. Et il fallait justement dédramatiser sur cette maladie-là pour que eux au moins, qui sont au fond, ils aient l'assurance de pouvoir traiter ou gérer des cas. Je parlais du pic du paludisme. Pourquoi? Parce que le paludisme a presque les mêmes symptômes que le Covid. Vous avez une fièvre, vous tremblez, vous suez, il y a les symptômes presque similaires. Et comment on va traiter des gens qui viennent avec des symptômes du palu différemment des gens qui viennent avec des symptômes du Covid? C'est pour ça que je dis qu'il faut dédramatiser pour que tous les infirmiers, le corps médical, puissent être sensibilisés sur cette maladie, formés également, et surtout qu'ils puissent se dire, finalement, nous sommes équipés, nous sommes outillés pour faire face. Parce qu'il faut toujours traiter les autres maladies respiratoires que le Burkina avait avant le Covid. Oui, nous travaillons à cela. Quand vous allez remarquer au niveau du CHU de Tengango, lorsqu'on faisait la prise en charge, les premiers infirmiers qui travaillent le personnel médical étaient s'habillaient donc en équipement de protection individuelle entièrement couvert. Mais lorsque l'OMS a révisé donc ces directives, nous avons travaillé donc à ce que le personnel effectivement adapte ça en prenant des casaques qui sont moins, voilà, mais en prenant des précautions pour ne pas se faire contaminer. C'est vrai, c'est une nouvelle maladie. Le personnel médical, c'est des hommes aussi. C'est normal qu'ils aient donc peur. Mais nous travaillons à les rassurer. C'est pourquoi nous avons associé aussi les psychologues qui sont là, qui non seulement travaillent donc à rassurer le personnel médical qui est là, mais travaillent à rassurer également ceux qui sont contaminés, parce qu'il y a des cas de refus qu'il faut savoir gérer. Nous envoyons donc le personnel psychologue pour essayer de convaincre toutes ces populations-là. Donc, ce que je veux dire en résumé par rapport à ça, c'est vrai. Le personnel médical et paramédical, il y a eu effectivement des faits liés à la peur de la maladie. Ça, c'est tout à fait normal, mais nous avons travaillé à dédramatiser donc la maladie par le fait que les directives ont été envoyées, les gens ont été orientés. On a effectivement révisé les directives donc, de protection. Ils ont été dotés d'équipements et nous continuons donc à travailler pour que ces équipements-là, au fur et à mesure, soient donc à tous les niveaux du système de santé.
Alors, on va commencer à traiter des questions des internautes. Monsieur Roger Ouba, Monsieur le ministre, je voudrais vous demander comment vous prévoyez le respect des mesures prises par l'État pour lutter contre le Covid-19 en milieu scolaire pour la reprise qui s'annonce bientôt sur les questions de distanciation sociale, notamment les 1 mètre dans une classe. Non, il faut dire que c'est une question extrêmement difficile parce que même si vous arrivez à le faire dans la classe, à la cour de récréation, vous ne pouvez pas garantir donc, que les gens ne vont pas se toucher. C'est pour cela que, conformément donc, aux directives de l'OMS et tout, le masque est un moyen de protection efficace. Des personnes qui sont masquées, donc, avec des masques donc, de protection contre les positions, donc ils ont moins de 20% de chance donc, de choper la maladie. Et donc pour nous, au niveau du système éducatif, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui vont venir donc, soient donc, équipés de masques de protection et puis donc qu'ils aient la possibilité aussi de se laver les mains. Mais pour les mesures de distanciation, dans le milieu scolaire, c'est difficile, aussi bien dans la classe que dans la cour de récréation. Voilà. Y compris pour les masques, monsieur le ministre. Parce que moi, je vois déjà mon fils a 4 ans, 5 ans, les masques ne tiennent pas. Il n'y a pas de masque pour petits enfants. Pourtant, les masques que nous sommes en train de confectionner, nous sommes en train de confectionner des masques de 5 tailles. D'accord. De 5 tailles. Des masques d'enfants de 3 à 5 ans, des tailles de ceci et jusqu'aux tailles adultes. Nous confectionnons 5 tailles. Après, l'autre danger, c'est que pour des enfants dans la cour de récréation, le risque de se partager ou d'échanger les masques entre eux, ça peut oui, être c'est pour cela que nous avons prévu dans le cadre de la reprise, nous avons prévu un module de sensibilisation à la lutte contre la propagation du Covid et des affiches. Est-ce qu'il ne fallait pas libérer les enfants de primaire, par exemple, de bas âge, qui ne comprennent pas, en fait, ou qui ne pourront pas être disciplinés par rapport à ces masques, et garder que les enfants qui sont en âge, par exemple, de CE2 ou de CM2, jusqu'au reste, parce qu'eux, quand même, ils peuvent tenir encore le masque? Non, il faut travailler. Là, c'est une question de parents d'élèves. Hein, oui, c'est ça, je comprends. Comme je disais, nous comptons aussi sur la sensibilisation parce que nous avons près de 5 millions d'élèves. Si on arrive à toucher ces 5 millions d'élèves en termes de sensibilisation à l'hygiène, en termes de sensibilisation à la lutte contre la propagation de la maladie, c'est le quart de la population, on pourra toucher tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons donc, il y a la question des masques, il y a la question donc de l'hygiène corporelle, mais il y a donc des affiches que nous allons mettre dans chaque salle de classe. Donc nous sommes en train de tirer plus de 121 000 affiches, donc des affiches de sensibilisation sur le Covid et remettre donc un module de sensibilisation sur le Covid à chaque enseignant. Et nous avons dit que dès le premier cours, le premier enseignant qui vient doit donc effectivement faire son premier cours, doit faire ce module et régulièrement, donc chaque jour, les enseignants devraient parler donc de la question des mesures barrières, des mesures de protection et donc justement la récréation, éviter de s'échanger les masques et tout. Il faut commencer à apprendre ça aux enfants, au lieu d'avoir peur de dire... Madame Joséphine Ouedraogo nous appelle de Bobo. Bonsoir. Nous vous écoutons. Moi, je voulais participer à l'émission. Allez-y. Oui, mais avant de commencer, je voudrais vraiment rendre hommage aux agents de santé du continent entier et nos forces de défense et de sécurité qui se trouvent aujourd'hui sur plusieurs fronts. D'accord. Alors, pour la reprise ou la réouverture des classes, en tant que maman, moi j'ai une préoccupation. En tout cas, pour moi, c'est conduire nos enfants directement à l'abattoir. Voilà, je le dis parce qu'il y a combien d'enfants dans le ménage aujourd'hui qui sont inconscients. L'attitude d'un enfant à la maison, c'est pas le même attitude qu'il a à l'école. On peut tout dire à l'enfant à la maison, oui, je suis d'accord maman, je suis d'accord papa, mais dehors il est tout autre chose. Des gens qui s'arrachent des bonbons pour s'échangent des bonbons. Des élèves d'autres classes supérieures qui fument la même cigarette. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Moi, en tout cas, j'aurais souhaité que,
en tout cas, si c'était possible, de donner la grâce, les grandes vacances aux élèves et réaménager l'année scolaire. Ça va apporter peut-être sur une année ou deux, mais ça ne suffit pas. S'ils font les grandes vacances, les 3 mois et demi ou 4 mois, après, on fait un peu de cours, on fait les examens, on donne un peu de congé et on réaménage encore, on reprend. Et l'autre année, c'est un cas de force majeure, tout le monde comprend. Mais comme ça m'étonne, vraiment, ça me préoccupe vraiment. Ok, on a compris votre préoccupation. Combien de fondateurs sont prêts? Oui, Madame Ouedraogo, monsieur le ministre sur le plateau va vous répondre. Mais je vais continuer pour dire, il y a combien de fondateurs au Burkina qui est prêt à mettre du gel à la disposition des élèves pendant combien de temps? Vous parlez des écoles privées. Des écoles privées, combien de fondateurs? Oui, et ça c'est l'école privée. Et l'école publique, qui va donner? D'accord. Merci, on a compris ce que vous aviez à dire, monsieur le ministre. Je voudrais déjà dire, vraiment la remercier effectivement et comprendre avec elle donc l'inquiétude, la préoccupation. Même Lionel qui est sur le plateau se préoccupe en tant que parent d'élève. Voilà, donc je comprends la préoccupation, tout à fait. Mais je voudrais déjà dire que pour la question donc du savon, parce que nous avons opté pour le savon, donc le savon sera remis donc par l'État donc à tous les établissements, qu'ils soient publics comme privés à travers le pays, comme accompagnement pour donc, le respect des mesures barrières. Ça, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Comment se fait cette distribution? Cette distribution, non, on partira des directions régionales, des directions provinciales, etc. Actuellement, le savon est en train d'être mis à disposition des différentes directions régionales. Et à partir des directions régionales, donc les directions provinciales viennent enlever et puis ils feront la distribution. On a prévu des ressources aussi pour cela et cela a commencé. C'est la même chose pour les masques quand on va les distribuer. C'est la même chose pour les affiches et tout. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que elle parle de faire des grandes vacances, de réaménager le calendrier, comme si aujourd'hui on peut dire qu'en octobre il n'y aura pas le Covid. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas le Covid en octobre. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas le Covid en décembre. Donc si on va dans cette option, c'est de dire que tant qu'il y a le Covid, il ne faut pas ouvrir les classes. Donc on peut se retrouver avec 2 ou 3 ans sans éducation et là ça va être catastrophique. Parce que si vous faites une année sans que les enfants n'aillent à l'école, donc vous augmentez les échecs scolaires, mais vous augmentez aussi le nombre d'enfants décrochés du système scolaire, parce qu'il y en a qui vont aller dans des travaux, il y en a qui vont être happés par ceux qui par le travail des enfants, etc. Et donc ça c'est extrêmement dangereux. C'est pour cela que nous devons mener la réflexion et faire en sorte de travailler à rendre notre système éducatif résilient face à cette situation. Et c'est du reste ce que les différents pays donc, sont en train de faire. Et quand il dit aménager, on va voir. On a eu des exemples même dans notre pays où le décalage de l'année n'a jamais pu être rattrapé dans certains systèmes. Et ça fait peur. Il faut éviter cela, voilà, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Donc il faut éviter d'avoir des décalages, parce que là, on gère près de 5 millions d'enfants. Et donc je comprends la préoccupation, mais il faut travailler à sauver. Monsieur Modeste Kouraogo nous appelle de Bobo, nous l'écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais en tout cas tout d'abord vous dire merci pour cette émission qu'on attendait vraiment. Et j'appelle parce que j'ai quand même des préoccupations. Quand j'ai écouté jusque-là, je me suis rendu compte que Covid-19 est venu montrer que nous-mêmes, nous n'avons pas d'abord confiance en nous-mêmes, en ce que nous avons. Et je souhaiterais que l'État tienne comme ça. Quand vous regardez dès le début, tout ce qu'on a proposé là, tout ce qui est africain a été rejeté. Et on a tenu, même pour solutionner l'élément européen. Deuxièmement, moi j'ai remarqué qu'au niveau de notre gouvernement, les décisions qui sont prises, c'est comme si on s'est contenté de calquer. On n'a pas trop, c'est comme si on n'a pas des gens à l'intérieur du pays qui prennent le temps, par exemple, d'étudier le Burkina, notre culture, nos traditions, nos réalités, pour que quand une décision va être prise, qu'elle soit réellement burkinabé, qui permette aux Burkinabés de s'en sortir par rapport aux difficultés, aux problèmes qui est en face d'eux.
voyez, quand on dit couvre-feu, quand on dit on ferme les marchés, quand on dit on ferme les mosquées, on ferme les églises, on ferme tout. Bon, moi j'aurais préféré, dans ce qu'ils ont fait là, je les remercie d'avoir réouvert, par exemple, ces éléments-là, mais j'aurais préféré que automatiquement, comme il parle de sensibilisation qui est l'élément clé, que le Moro, par exemple, soit interpellé, pour qu'il vienne à la télé, qu'il puisse parler à sa communauté, les Moros puissent parler à leur communauté, que les responsables des musulmans, les chrétiens puissent parler et que chacun respecte les mesures de barrière de Covid qui avaient été indiquées. Ça allait nous aider plus que le fait de fermer comme ça, de prendre des décisions qui sont calquées vraiment de l'Europe directement. Et ça joue beaucoup sur nous. Donc c'est pourquoi ma participation c'est ça, pour demander que prochainement s'il y a des trucs comme ça, qu'on puisse tenir compte de notre communauté, de ce que nous sommes, pour que ça ne tombe plus comme ça, comme si ce que nous venons de vivre. Et on nous manquons, comme il vient de dire, les deux sociologues qui sont là, on s'est bien dit, on n'a plus confiance. On dit aujourd'hui, demain on dit autre chose. Nous, finalement, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il faut beaucoup de communication jusqu'à la base. Okay. Alors donc merci beaucoup et que bonne suite à controverse. Merci beaucoup, Monsieur Kouraogo. D'abord, le docteur Bikaba sur la question de la prise en charge, parce qu'il dit tout ce qui est africain a été rejeté. On a effectivement vu le débat qu'il y a eu autour d'abord de la pharmacopée et puis la question de la PVD. Oui, je voudrais répondre un peu à Modeste Kouraogo en disant d'abord, pour le premier aspect de l'implication des leaders communautaires, je pense que tous les leaders qu'il a cités ont été impliqués. Ils ont fait des déclarations pour engager effectivement les communautés donc, à respecter les mesures. Effectivement, une rencontre avec la ministre de la Santé. Exactement. L'ensemble tout à fait. Communautés. Et pour ce qui concerne la question de la prise en compte de la médecine traditionnelle africaine, c'est vrai qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons continuer à travailler. Comment mieux codifier donc cette médecine traditionnelle-là, de telle sorte effectivement à ce qu'il y a une direction en charge donc, de la pharmacopée et de médecine traditionnelle qui a reçu un certain nombre de propositions de nos praticiens. Maintenant, il faut travailler donc à mieux le codifier, à l'utiliser de telle sorte à ce que cela respecte les règles scientifiques pour que ce soit proposé. Il y a des exemples de plantes traditionnelles au Burkina Faso, tels que le faka, qui ont été donc, qui ont fait leurs preuves et qui sont utilisés pour la gestion d'un certain nombre de traitements. Et je suis d'accord avec effectivement l'auditeur que nous devons travailler à renforcer cela. Monsieur le ministre, oui, tout à fait. Sur la réflexion. Oui, c'est ajouter aussi que, bon, ce qu'il a dit on en a déjà parlé, donc par rapport à l'implication des leaders et autres, même ça continue. Vous avez, si sur la télé, donc il y a des témoignages et puis il y a des messages de sensibilisation qui sont portés par des leaders coutumiers et religieux et qui défilent. Donc ça, c'est que... Maintenant, tout ce qui est... On a l'impression que tout est calqué. Vous savez, c'est une maladie, comme j'ai dit, c'est une nouvelle maladie qui a commencé donc en Chine et qui a touché tous les pays du monde. Et à partir de ce moment, c'est nécessaire de faire la veille sanitaire et de voir régulièrement donc les pratiques ça et là et d'utiliser les bonnes pratiques. Et donc ça, c'est tout à fait normal. On dira bon, il y en a même qui m'ont dit, comme on souhaiterait que les élèves commencent le 11, on est allé calquer avec la France, alors que nous on a commencé à penser à ça bien avant et tout. La question des masses. Parce qu'au départ c'était le 21, oui, après c'était le 28. Voilà, le 28, et au fur et à mesure on essaie. Et la question des masses, on n'est pas allé chercher les masques que je porte, parce que c'est des masques qu'on ne peut pas mettre à la disposition. D'abord, on ne peut pas en avoir en quantité. Il nous faudra 10 millions par jour. Et donc on a décidé de confectionner les masques avec notre coton, avec nos tisseuses, avec nos tailleurs. Et donc ça c'est quand même une innovation. Et donc je pense que on n'a pas fait que calquer, et même ce qui est calqué, c'est tout à fait normal dans ce contexte, parce que c'est une maladie, une nouvelle maladie, et qui sévit à travers le monde. Et donc il faut regarder les pratiques, il faut faire de la veille sanitaire et pouvoir adapter donc un certain nombre de choses au contexte national. Vous n'en avez pas parlé depuis un beau temps. Il y a une question qui vous concerne, notamment docteur Yara. Monsieur Kela Georges, docteur Yarabatula doit savoir que même si la tendance des cas confirmés était à la hausse, on a atteint la limite du possible en matière de restriction. Et on n'avait plus le choix. Les populations ne pouvaient plus tenir 3 jours de plus. Il faut même les féliciter pour ce qu'elles ont enduré. Non, c'est qui? Monsieur Georges qui est là. Voilà, je suis pas là pour dire que on a pris des mesures qui ne font pas du bien aux gens.
je pense que plusieurs personnes ont applaudi parce que si vous avez tout fermé à quelqu'un, par exemple, qui est très loin d'ici, qui n'a rien à voir avec ce virus, qui est victime collatérale, voilà, si vous ouvrez donc si vous lui permettez donc d'ouvrir son commerce et de reprendre justement son activité, il ne peut être content, sa famille ne peut être contente, parce qu'ils vont revivre, ils vont avoir donc justement la pitance journalière. Mon propos, c'est de dire, bon, on nous a informé au départ que telle ou telle mesure était nécessaire justement pour contenir la maladie. On n'est pas revenu pour nous dire, voici ces mesures, voici ce qui s'est passé, nous allégeons. On a suivi justement le décret du gouvernement qui égrène justement donc les allègements, et on a compris que bon, il faut repartir. On avait cru que c'était une maladie dangereuse. Elle ne l'est pas comme on l'a pensé. Bon, reprenez vos activités. C'est comme si c'était aussi simple que cela. Mais avec cette émission, je pense que certaines personnes aussi ont pu comprendre qu'il y a des tractations, il y a des discussions. Et je ne suis pas naïf par rapport donc aux urgences sociales, aux urgences économiques donc, que peut connaître notre pays, que peut connaître les ménages. Donc, mais quand j'écoute les acteurs, je me rends compte qu'on n'est pas prêt pour peut-être répondre à une éventuelle remontée. Donc voilà. Et même au niveau éducatif, le ministre vient donc de dire que non, on ne peut pas garantir les mesures barrières à l'école. Voilà. Ça veut dire que tous les acteurs repartent dans leur lieu de travail sans aucune garantie qu'on pourra respecter donc ces mesures. Et tous les acteurs qui sont au grand marché, on n'a aucune garantie qu'ils respectent les mesures. Ceux qui prennent les transports, on n'a aucune garantie pour ces mesures. Alors que eux, ils comptent sur le respect de ces mesures pour maintenir la courbe en baisse. Alors que jusque-là, on a réagir et on va arrêter là. Je pense qu'il faut faire. Vous avez suivi, par exemple, pour les transports, un certain nombre de protocoles qui ont été signés avec les taximans, avec la Sotraco. Il parle du respect. J'arrive. Il y a l'engagement d'abord, c'est important. Ils se sont engagés à faire quoi? À faire en sorte que tous ceux qui rentrent dans ces véhicules soient masqués, qu'il y ait des gels hydroalcooliques à disposition, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises. Ils se sont engagés. Et à partir de ce moment-là, nous faisons confiance à ces personnes dans la nécessité effectivement d'aller à leur engagement. Ça c'est normal. On ne peut pas dire non, on ne veut pas que vous signiez parce que vous n'allez pas respecter. Maintenant, si ce n'est pas respecté, il y a des mesures coercitives qui sont là, clairement qui sont là. Et nous avons dit clairement, quand on va passer cette étape de sanction, par exemple pour les transports, et aller maintenant sévir pour ceux qui ne respectent pas, mais il y a des transporteurs qui verront, par exemple, leurs véhicules confisqués parce que justement, ils ont laissé monter des passagers qui n'étaient pas masqués, etc. Donc, il y a eu des... Peut-être le virus sur plusieurs personnes. Ça, je ne le garantis pas, mais déjà, il y a eu des discussions à ce niveau. Et ces discussions ont permis quand même d'arrêter cela. Maintenant, nous ne faisons pas le gendarme derrière tout le monde. Nous faisons confiance aux gens avec lesquels nous discutons. Voilà, et nous souhaitons que ces gens-là puissent respecter justement ce qu'ils ont décidé de faire. Ce soir, nous avions sur ce plateau le professeur Stanislas Ouareau. Il est ministre en charge de l'Éducation nationale. Il représentait le gouvernement. Avec nous, le docteur Jacob Yarabatula. Il est sociologue. Avec nous, le docteur Brice Bikaba, il est coordinateur par intérim de la cellule de riposte au Covid-19. Avec nous, monsieur Lionel Bilgo, analyste politique. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, de préparation de cette émission. Controverse est terminée pour aujourd'hui. Tout à l'heure, Ismaël Diloma Sirima vous retrouve pour la dernière édition du journal. Merci.